Donc, Monsieur Legault, vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. D'abord, vous dire, le masque que je porte aujourd'hui a été fabriqué par le designer Nathan Kong. C'est quelqu'un qui s'inspire de dessins qui sont faits par un groupe qui s'appelle Les Impatients, qui donne des cours de dessin aux personnes qui souffrent de santé mentale, puis une partie des profits qui va pour la santé mentale. Donc, beau projet de Nathan Kong. Merci. J'ai effectivement de la belle visite aujourd'hui. En plus de la ministre de la Santé et du directeur de la Santé publique, j'ai deux artistes avec moi, jeunes artistes qui ont beaucoup de talent. D'abord, Sarah-Jeanne Labrosse, que vous avez vue sûrement, excellente comédienne, animatrice aussi de Révolution, porte-parole de Tel Jeune. Et puis, c'est important parce qu'on est dans une période où c'est encore plus dur que d'habitude pour les jeunes. Donc, Sarah-Jeanne est la porte-parole. Et il y a maintenant, je voyais ça, des échanges, des conversations qui se font pas juste par téléphone, mais par texto. Oui. Avec les gens de Tel Jeune, donc ceux qui sont gênés de parler au téléphone. Pas en plus, qui gâte rien, 10e joueuse, ex-10e joueuse au monde de tennis. Au monde, non, au Canada. Au Canada, au Canada. Au monde. Mais ça m'impressionne. 10e. Pierre-Luc Funk. Bonjour. Que j'ai toujours trouvé drôle, mais que j'ai découvert comme acteur dramatique dans Fragile. Franchement, ceux qui n'ont pas vu ça, allez voir ça. C'est vraiment bon. Puis Pierre-Luc, avec Sarah-Jeanne, organise depuis 2 ans Mammouth, mais cette année, c'est le bal Mammouth, parce que, malheureusement, beaucoup de jeunes qui finissent leur secondaire 5 n'auront pas de bal, donc ils ont décidé d'organiser un bal virtuel. Donc, bravo, c'est une belle initiative. Et puis, ils sont ici aujourd'hui, après mon mot du jour. Ils vont vous parler un petit peu des consignes, les consignes qui doivent être respectées, entre autres par les jeunes. Je commence avec le bilan de la journée. On a 85 décès. C'est un total de 4069. Donc, j'offre mes condoléances à toutes les familles, les proches des victimes. Vous dire que, par contre, dans les 85 décès, il y en a 42 qui c'était des décès qui datent de plus de 7 jours, entre autres à Laval. Donc, juste vous dire quand même, là, si on regarde les derniers 24 heures, c'est plus 43 que 85. On a 47 987 cas confirmés, une augmentation de 573. Il y en a, par contre, plus de 14 600 qui sont guéris. On a 1425 personnes hospitalisées. C'est une diminution de 10 par rapport à hier. On a 179 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 9. Peut-être un mot sur les tests. On en parle depuis longtemps. L'importance d'augmenter le nombre de tests. On faisait 6 000 tests par jour. Notre objectif, c'était de monter à 14 000 tests par jour. Vous dire que jeudi et vendredi dernier, on a réussi à faire plus de 15 000 tests, et le jeudi et le vendredi. Donc, bravo à toute l'équipe du Dr Arruda, Daniel, qui ont fait ces tests-là, ont fait les prélèvements, mais aussi aux Québécois, puis entre autres beaucoup à Montréal, qui ont accepté de se faire tester, là, qui ont accepté notre invitation. Le défi qu'on garde, c'est le défi du personnel dans les CHSLD. Donc, c'est important de le dire. On a actuellement beaucoup de personnes qui sont venues donner un coup de main, qui ne sont pas nécessairement formées en santé. Par contre, juste vous dire, avec Daniel Mécan et avec le ministre de l'Éducation, on va vous annoncer dans les prochaines semaines des cours qui vont être mis en place pour tous ceux qui acceptent de se former. Là, puis on va mettre entre autres des formations courtes de 3 mois qui devraient commencer vers la mi-juin pour tous ceux, toutes celles qui ont le goût d'aller travailler auprès des personnes vulnérables, entre autres des jeunes,
On cherche des fois ce qu'on veut faire dans la vie. C'est valorisant d'aller travailler auprès de personnes qui sont vulnérables dans les CHSLD. Parlant des personnes qui sont dans les CHSLD, je veux faire une mise au point sur les demandeurs d'asile. Bon, d'abord, vous dire comment on est reconnaissant pour toutes les personnes qui sont allées travailler dans les CHSLD depuis 2 mois et demi, incluant des demandeurs d'asile. Bon, là, il faut comprendre, les demandeurs d'asile, ce sont des personnes qui sont rentrées au Canada et le critère pour savoir s'ils vont être acceptés comme réfugiés, c'est de savoir si leur sécurité physique est en danger dans leur pays. Ça a toujours été comme ça, c'est toujours comme ça. Par contre, j'ai demandé spécifiquement au ministre de l'Immigration, donc à Simon Jolin Barrette, de regarder les cas un par un pour voir si on est capable de les qualifier comme immigrants, puis de les accueillir chez nous, non pas comme réfugiés, mais comme immigrants. Donc, on va analyser chaque cas un par un, là, puis évidemment, c'est une façon de leur dire merci. Je sais qu'il reste beaucoup de secteurs qui ne sont pas ouverts. Bon, aujourd'hui, c'est une journée importante. Dans le Grand Montréal, on ouvre les commerces. Je veux vous dire aussi qu'en région, donc je vous annonce qu'en région, donc à l'extérieur du Grand Montréal, on va ouvrir les centres d'achat à partir du 1er juin. Donc, Pierre Fitzgibbon va expliquer les modalités un petit peu plus tard cet après-midi. Concernant les autres secteurs, je sais que je reçois beaucoup de courriels, de messages de gens qui demandent quand est-ce que ça va être mon tour. Là, je pense entre autres au camping, aux lieux de culte, aux restaurants, aux bars, aux gyms, les sports professionnels, les hôtels. Juste dire, là, on ne vous a pas oublié. On a une liste complète, puis on discute régulièrement avec la santé publique, à savoir quand on peut y aller graduellement, parce que l'idée, c'est toujours la même chose, c'est qu'il ne faut pas prendre le risque de venir engorger nos hôpitaux. Donc, il faut étirer ça sur un certain temps. Puis, peut-être un mot spécial sur les activités culturelles. Je profite du fait qu'on a 2 artistes aujourd'hui. Je sais que nos artistes sont très créatifs. J'ai une rencontre cet après-midi avec Nathalie Roy, la ministre de la Culture, puis on va vous annoncer dans les prochains jours des programmes d'aide financière pour aider les productions. Je pense que le gros bon sens, ça nous dit, puis on a déjà vu des exemples, qu'il y a des productions, tout en respectant le 2 mètres, qui peuvent être possibles. Évidemment, c'est pas mal plus compliqué quand il y a le temps de faire des scènes d'amour, là, mais d'être capable de faire des spectacles. On l'a vu, les 2 spectacles à la fête des mères, on le voit, des émissions comme Bonsoir, Bonsoir. Puis moi, j'ai confiance que les artistes, entre autres les jeunes, vont être capables de trouver une manière de respecter les consignes, mais de relancer les productions. Puis je veux vous dire, les Québécois ont hâte de revoir leurs artistes, ont hâte. Puis je pense que ça ferait du bien au moral des Québécois. Donc, on va en faire plus que moins de ce côté-là financièrement pour que toutes les productions qu'on est capable de faire avec les nouvelles normes, consignes qu'on se donne, qu'on soit capable de le faire rapidement. Je termine en faisant mes remerciements du jour, justement pour les jeunes. Je pense que ça n'a pas été facile les derniers 10, 11 semaines pour les jeunes. Les jeunes ont été patients, ont quand même, là, parce que parfois on voit quelques exceptions qui ne respectent pas les consignes, mais moi j'en vois beaucoup de jeunes qui respectent les consignes. Puis maintenant, les jeunes, c'est notre avenir, c'est la créativité. Moi, je suis convaincu qu'on va être capable, dans les prochaines semaines, d'innover puis de trouver des façons de s'adapter et de
faire avancer ce nouveau monde. Donc, je passe maintenant la parole à deux jeunes qui sont des modèles, qui sont vraiment une fierté pour l'ensemble des Québécois, qui ont un message à vous livrer. Pardon? Quelques mots en anglais. Oh, je voulais dire quelques mots en anglais, Nadia, avant. C'est juste que moi, il faut vraiment que je parle en ce moment. Good afternoon. I'm really Bon happy, après-midi. Je to suis have two young actors vraiment with content me d'avoir today, deux jeunes Sarah acteurs Labrosse and à mes Pierre côtés Luc aujourd'hui, Funk. Sarah-Jeanne I know Labrosse it's et been Pierre-Luc tough for Funk. young people Je sais que ça a été over the difficile last pour les jeunes au cours des Our derniers mois. graduates from high Nos school diplômés have du been secondaire proud, n'ont Sarah pas pu Jeanne célébrer and leur bal, Pierre-Luc mais will Sarah-Jeanne et host Pierre-Luc on vont Télé-Québec tenir on un bal July 19th. à la télévision I sur want to Télé-Québec thank them le for 19 this mai. initiative. Alors, je veux les remercier Also pour cette want to initiative. send a Je veux message également envoyer un to young message Quebecers. aux jeunes If you Québécois. want to take care Si of the vous most voulez vulnerable, prendre if soin you're des plus looking for a vulnérables, rewarding job si vous where voulez you un can make emploi a qui real difference fait une in véritable people's différence lives, dans la vie des gens, we could use your help in nous our pourrions health utiliser network. votre aide So I ask dans you le to réseau de la santé. consider Alors, je vous the demande training de that will be considérer announced soon le plan de later, formation in qu'on va the bientôt next few annoncer weeks. au cours des prochaines Today, I semaines. announce also that Aujourd'hui, shopping j'annonce malls aussi que les outside centres the commerciaux Montreal region à will l'extérieur de la reopen région de on Montréal June vont 1st. rouvrir le 1er juin. But if we want to continue Mais si nous reopening, voulons we continuer must take de discipline. rouvrir des We secteurs must de keep l'économie, on our doit demeurer distances and disciplinés, wear garder a nos mask distances, in porter public. un masque dans les endroits publics. On you all. Alors, je compte sur vous Thank tous. you. Merci. Et sur ce, je passe la parole à Sarah-Jeanne Labrosse. Merci beaucoup. Merci. Tout d'abord, merci de me donner cette tribune-là. C'est gentil. C'est en choisissant de faire cette job-là, tout comme Funk. Je pense qu'on ne s'attendait pas, comme Pierre-Luc Funk, je l'appelle Funk, excusez, on est en famille. Je pense qu'on ne s'attendait pas à se retrouver ici aujourd'hui. En même temps, peut-être que notre parole a une portée plus grande que certains, qui en mériteraient peut-être autant. Donc, merci. Je vais prendre la tribune. Première chose pour répéter aux jeunes, bravo, puis merci. Sérieusement, vous êtes bons. Sérieusement, je me mets à votre place, puis je me dis que j'aurais rushé. Moi aussi, que ce soit en secondaire 1, 2, 3, 4, 5, ça aurait été difficile pour moi de me faire annoncer que je devais vivre la fin de mon année scolaire en confinement, puis de proximité avec les amis, etc. Fait que merci d'être aussi bon. Vous l'êtes, sérieusement. Maintenant, on est là pour rappeler que les mesures, il faut continuer de les faire. Puis plus ça va, moins on est censé trouver ça difficile. Faut pas résister, il ne faut pas se battre contre ça. Il faut essayer de diminuer le plus possible les chances de propager ce virus-là. Puis on ne le sait pas, ni vous ni moi, si on l'a. Il y a toute la question d'être asymptomatique pendant une semaine. Ça se peut que je l'aie, ça se peut que vous l'ayez. Il faut vraiment faire attention à ça parce que, on sait les conséquences graves que ce virus-là peut avoir sur une personne ou sur une famille. Donc, on est là pour répéter que le 2 mètres, c'est important. Vous pouvez les voir, vos amis, les règles ont changé, les mesures ont changé. Il y a moyen quand même de retrouver une certaine vie sociale, ça fait du bien, évidemment en respectant le nombre de monde, la distance, etc. Mais de mettre le masque, c'est vraiment, réellement une façon de ne pas propager le virus. Fait que, s'il vous plaît, je vous fais confiance, en fait, je le dis, mais je me dis que vous allez le faire de toute façon. Mettre un masque quand on est dans un endroit non contrôlé, puis quand il y a des gens qui nous entourent, c'est être fin, c'est être brillant, c'est prendre soin de sa société puis de sa communauté, c'est être responsable, c'est être cool, c'est être les synonymes de cool que tu veux. Donc, je te remercie à l'avance, je te fais confiance. 2 mètres, porter un masque, pas de rassemblement. Puis bientôt, on va se faire des high-fives, j'ai bien hâte. Je passe la parole à mon ami. Oui, bien écoute, je suis extrêmement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Sarah-Jeanne. Puis en effet, on est ici pour s'adresser aux jeunes parce que je pense qu'en effet, on parle de tout le monde en ce moment, mais les jeunes, c'est quand même important en ce moment qu'ils sont en train de vivre une étape de leur vie importante, dans le sens où ils sont en train de prendre leur indépendance, sont en train de se libérer de leur lieu familial, devenir qui ils veulent devenir pour le futur, décider quels adultes de demain ils vont devenir. Puis en ce moment, on leur demande d'être confinés. C'est dur pour eux autres, mais ils sont avec nous, ils sont en train de se battre avec nous. Puis en effet, on est juste là pour rappeler que plus il fait beau, plus on a le goût de se regrouper dans les parcs, c'est tentant, on a le goût de voir nos amis. On peut voir nos amis à 2 mètres. Il ne faut juste pas oublier de prendre toutes les mesures possibles, c'est-à-dire porter le masque, le faire le 2 mètres. C'est vrai que quand tu ne ressens pas les symptômes,
tu penses moins aux conséquences, mais ces conséquences-là peuvent être graves pour d'autres personnes. Fait que c'est important, même si nous, on se sent bien, c'est pas grave d'avoir un peu d'humidité en portant un masque dans le visage. Je veux dire, c'est la moindre des conséquences pour protéger les gens autour de nous. Puis c'est important de le respecter avec le 2 mètres puis les règles de distanciation. Mais plus on travaille ensemble, plus vite on retourne à cette vie normale qu'on avait avant. Bravo. Merci beaucoup. Merci pour votre message. Un mot en anglais? Non, c'est pas... On va maintenant procéder à la période des questions. Les questions des journalistes en français d'abord. Je vous demanderai de vous nommer votre média et également vous en tenir à une question sans sous-question, s'il vous plaît. Bonjour, Annie Guillemette, Cogeco Média 98.5. Monsieur le Premier ministre, votre homologue à Ottawa ce matin a dit qu'il y avait des discussions en cours avec toutes les provinces, donc j'imagine avec vous aussi, à propos de donner 10 journées de maladie payées aux travailleurs. Il visait le mois d'octobre avec, bien sûr, le retour de la saison grippale et des nids qui coulent. Comment on peut, premièrement, je veux savoir où est-ce qu'on en est rendu dans ces discussions-là et comment on peut articuler ça parce que ça va coûter très cher et les entreprises n'ont visiblement pas les reins assez solides maintenant pour le payer. Oui. Bien, écoutez, on est effectivement au début des discussions avec le gouvernement fédéral. Il faut voir là, qui paierait les congés, effectivement. Dans certains cas, les entreprises sont déjà en difficulté financière, donc ça serait difficile de leur demander de financer ces journées-là. Mais même dans l'organisation du travail, ça pose certains défis à certaines entreprises. Donc, on est vraiment au début de la discussion. C'est quelque chose qui est arrivé dans les derniers jours. Donc, on est en train d'analyser les impacts, puis nous-mêmes d'en discuter aussi avec les entreprises. Merci. Prochaine question. Bonjour, Monsieur Legault. Sébastien Desrosiers de Radio-Canada. Écoutez, il va faire chaud cette semaine. Le Québec pourrait vivre une des canicules les plus hâtives de son histoire. Il annonce, par exemple, 32 à Montréal demain. La plupart des chambres dans les CHSLD de la province ne sont pas climatisées. C'est entre 25 et 33 % je crois. Comment, donc, s'assurer que les aînés dans les CHSLD ne souffrent pas de la chaleur, en plus de la crise sanitaire, bien sûr? Oui. Bon, ce qu'on avait fait depuis notre arrivée, il y a 1 an et demi, on a mis en place un budget spécial, c'est une trentaine de millions de dollars pour mettre des zones climatisées, ou des zones où il y a plus d'air frais, si on veut. Et évidemment, on n'a pas prévu à l'époque qu'il y aurait la COVID-19. Donc, actuellement, il y a 97 % des CHSLD qui ont des zones là, où il y a plus de fraîcheur. Par contre, ça suppose, dans certains cas, de prendre des résidents qui sont dans les chambres puis de les amener dans ces zones-là. On sait que un des objectifs qu'on s'est donné, mais ça va prendre un certain nombre d'années, c'est de remplacer les CHSLD par des maisons des aînés où chaque chambre serait plus grande puis serait climatisée. Mais on ne peut pas faire ça du jour au lendemain, de construire les maisons des aînés. On va commencer à le faire cet automne. Il y a déjà une dizaine de projets qui sont annoncés. Mais actuellement, on travaille d'abord pour s'assurer que ça soit 100 % des CHSLD qui a au moins une zone pour regrouper les résidents quand il y a des journées de chaleur extrême. Là, on parle de, ça arrive 3, 4, 5 jours dans un été. Donc, être certain là, qu'on soit prêt à y faire face. Mais honnêtement, il y a encore du travail à faire. Monsieur le Premier ministre? Oui, oui, Daniel. En complément, à court terme, là, on se fait un peu prendre là, avec une canicule au mois de mai. C'est quand même pas très, très fréquent, là. Mais on a un plan qui devait se déployer au mois de juin pour même ajouter des unités additionnelles là, de climatisation. Puis on va le devancer, on va l'accélérer. En fait, c'est parce qu'on a beaucoup d'édifices vétustes puis qui ne peuvent pas prendre, vous savez, au niveau de la prise électrique, là, davantage de charges. Mais il y a des unités extérieures qui existent par la fenêtre
qu'on peut positionner là, dans certains CHSLD le plus possible, évidemment. Alors, on met de l'avant ce plan-là de façon accélérée là, pour répondre, évidemment, à la situation de canicule là, qu'on va vivre. Donc, ça va se faire à court terme. Merci. Prochaine question. Et bonjour à vous cinq, Andy Saint-André, TVA. Prendre la balle au bon de la question de mon collègue, parce que je pense qu'elle est importante. Je comprends que les maisons des aînés s'en viennent. Je comprends qu'il y a des enveloppes qui ont été allouées. Mais là, on va se retrouver là, dans les prochains jours. Je sais qu'on planche sur des solutions. On n'avait pas vu ça venir. Il y a des gens qui nous écrivent. Je prends l'exemple ici. Il y a quelqu'un qui nous a écrit « Ma mère de 78 ans est confinée à sa chambre à cause de la COVID et la directive du personnel, c'est de ne pas faire fonctionner les ventilateurs. » Je sais qu'on attend toujours un avis de l'Institut national de la santé publique pour savoir la propagation du virus quant au système de ventilation. Mais là, ça s'en vient, là, la chaleur. Est-ce qu'on pense réquisitionner, par exemple, des hôtels? Ça pourrait se faire, ça, pour, disons, mettre les gens à un endroit où ils peuvent profiter d'un répit de chaleur, avoir un endroit frais. Ces gens-là sont inquiets. Ils ont raison de l'être. Il va faire chaud. On pourrait faire 30-35 dans une chambre, là, déjà, avec ce qu'on vit. C'est pas trop facile. Si vous me permettez, dans le courant de la journée, une directive va être envoyée à tous les PDG des CIS et des CIUS pour pouvoir justement s'assurer que les patients ne souffrent pas de chaleur comme tel. On sait qu'il y a un avis de l'Institut, je l'ai lu, qu'il y a certaines façons de faire. Il ne faut pas envoyer l'air dans le visage des personnes, il ne faut pas envoyer s'il y avait des gouttelettes sur le visage. Là. Mais c'est clair qu'on va le faire. On a ce plan-là. Depuis, indépendamment de la COVID-19, on avait le plan. On va l'accentuer. Et puis, localement, je ne veux pas éliminer des raisons, là, mais on va s'assurer même avec des génératrices extérieures, des mécanismes de ventilation qui sont faits avec des firmes spécialisées pour pouvoir, même dans une situation où il manque d'électricité, pour mettre des climatiseurs individuels, être en mesure de rafraîchir les gens. C'est clair que la préoccupation des personnes âgées en chaleur, déshydratation, effet pervers va être prise en considération en deçà du risque de COVID-19. Fait que soyez assurés qu'on va faire tout ce qui va être possible et tout dépendamment là, de la capacité et de l'évaluation locale qui va se faire, mais d'autres alternatives pourraient être effectivement mises en place pour s'assurer que les gens aînés ne souffrent pas trop de la chaleur au cours des prochains jours de cet été. Je voudrais quand même profiter, si vous me permettez, de la parole que je prends pour remercier nos jeunes artistes qui sont parmi nous. Je dois avouer que vous faites un métier que j'aurais aimé faire, je ne vous le cacherai pas, mais on n'a pas tous la même chance dans la vie. Mais il est encore temps. Je vous taquine, mais ce que je voulais vous dire, c'est que l'art est excessivement important. Je veux vous remercier pour votre créativité. Je veux vous remercier de vous occuper des jeunes, parce que moi, j'aime beaucoup les jeunes. Je me sens comme eux autres, même si je suis un vieux mononcle. Et porter un message par le vieux mononcle, c'est jamais aussi bon que par les pères du même âge. Je vous remercie votre implication avec nous, parce que je veux rappeler à tous, ceux qui sont un cœur jeune, même les plus vieux, on voit dans les parcs beaucoup de gens, et c'est correct que les gens puissent se rassembler, que les gens sortent de la maison. Mais quand on vous dit de respecter les consignes, de distanciation, de porter le masque, de vous laver les mains, je sais que je radote. Mais c'est majeur si on veut redonner aux jeunes, puis on veut redonner à notre société une capacité de ne pas revenir en arrière. Les effets de ce qu'on fait actuellement vont apparaître seulement dans 2 semaines. Donc, on déconfine, on a comme un vent de liberté, mais c'est comme une liberté conditionnelle. Et je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier tous les jeunes, et je comprends très bien l'impact que ça a de ne pas avoir un bal de finissant. J'aurais pas aimé ça, moi, vivre ça. Mais j'espère qu'on va vous redonner des choses plus importantes que ça. Puis je compte sur vous pour écouter nos porte-paroles jeunes, beaux, intelligents et créatifs, comme vous l'êtes tous. Et puis, je sais qu'on peut se faire confiance, et j'invite tous les adultes à faire comme les jeunes aussi. Pour une fois, des fois, on reçoit des leçons, même des jeunes, par rapport à certains comportements d'adultes. Fait que j'en ai profité. Merci beaucoup d'être venus. Merci à vous. Merci. Parmi nous. Continuez à porter le message. Vous êtes exceptionnels, la jeunesse. C'est gentil. Merci. Merci, Dr. Arruda. Prochaine question. Bonjour, Dominique Scali du Journal de Montréal. On entend de plus en plus parler d'adeptes de théories du complot ou de gens qui s'abreuvent à des sources d'informations peu fiables. Est-ce que c'est quelque chose qui peut freiner le respect des mesures, et est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Oui, c'est quelque chose qui me préoccupe. Là. Je suis toujours surpris de voir dans les sondages le pourcentage trop élevé de gens qui croient dans les complots. Évidemment, j'ai le goût de vous relancer à la balle. On a besoin de vous, les journalistes, pour donner la vérité, les faits.
Mais on est dans une société où, je ne sais pas, là, on pourrait faire des grandes théories. Est-ce que c'est ça qui a remplacé la religion? Je ne sais pas. Mais c'est toujours surprenant de voir effectivement que des gens embarquent dans des théories du complot. Avez-vous le goût de rajouter quelque chose? Ben, je ne pense pas que c'est un complot. Mais je sais pas. Oui, ça nuit d'aller dans cette direction-là. Effectivement, écoutez, je pense pas qu'on aurait le goût de se faire un complot pour se situer dans cette perspective-là. Là. Ça existe toujours, ça, quand on parle d'anti-vaccins, etc. Il y a toujours une partie de la population qui essaye de trouver ça. Mais il y a des sites de référence qui sont fiables. Ou même les lieux comme Radio-Canada font des différents médias racontent les histoires de choses qui sont inventées, qui peuvent devenir épidémiques aussi, sous une sous-section, mais c'est important de rester bien informé, puis de faire avec une source fiable d'information, parce que c'est trop facile à la fois de manipuler les gens dans ces perspectives-là. Merci. Prochaine question. Bonjour, M. Legault, Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne. M. Legault et ou Mme McCann, je reviens avec une question que je vous avais posée au départ. Je sais que pour lever l'omerta, vous avez fait une adresse courriel, Mme McCann, qui semble fonctionner quand même assez bien. La question que je vous avais posée, cependant, repose sur sur une autre balise. C'est celle du fait que, et vous parlez là, justement là, d'avoir des gens qui puissent avoir de l'information qui est vérifiée et crédible. Repose sur le fait que les interdictions des gens de parler aux médias sont toujours en vigueur. Il y a des clauses de confidentialité qui existent. Il y a même des mémos qui ont été envoyés où c'est écrit spécifiquement rien d'autre que ne pas s'adresser aux médias. Est-ce qu'on est en mesure, M. Legault, Mme McCann, d'assurer une amnistie aux gens qui nous parlent? Est-ce qu'il est possible de suspendre les clauses en question? Et est-ce qu'il est possible aussi de suspendre temporairement l'article 7 de la loi 87 qui protège les lanceurs d'alerte, mais qui ne les protège pas quand ils s'adressent aux médias? Bien, écoutez, c'est l'exercice dont je vous ai parlé justement. Je me souviens la dernière fois là, qu'on est en train de faire revoir l'ensemble de ces ententes de confidentialité dans le cadre de ce qui est prévu dans les lois, les différents articles de la loi. Alors ça, c'est en cours. Je pense qu'il faut faire ça de façon rigoureuse. Puis vraiment, moi, je veux vous dire que l'objectif premier, là, c'est de régler. On veut savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain parce qu'on veut régler les situations. Alors que les gens s'adressent à leur gestionnaire, puis que leur gestionnaire, parce que ça se passe beaucoup aussi dans les établissements, il ne faut pas le nier, là, il y a des établissements où la communication se passe relativement bien, mais étant donné qu'on est dans une situation très complexe, très compliquée, puis qu'il y a eu quand même des années où il y a eu une culture organisationnelle là, qui ne privilégiait pas une communication à partir du terrain jusqu'à la direction, bien, il faut poser des actions. Moi, c'est ça qui m'intéresse, vous comprenez. Ce qui m'intéresse, là, c'est que les gens, on libère leur parole, là, parce que je sais que les solutions sont beaucoup sur le terrain, auprès des intervenants, auprès des gestionnaires terrain. Et c'est pour ça qu'on a eu plus de 2000 courriels. Et je dis au PDG, à qui je parle régulièrement, bien, il faudrait qu'il y ait un vous-écoute dans chacun des établissements. Et c'est vers ça qu'on s'en va. Et sans vous dire que c'est partout pareil, c'est inégal. Et on vit une situation complexe. Alors, on est en train de changer une culture organisationnelle. Et ça, ça prend un certain temps, mais on est en action. Puis tout ce qu'on fait actuellement, comme je dis toujours, on fait en 2 semaines ce qu'on aurait fait en 2 ans. Fait que là, on va le faire le plus rapidement possible, puis on va libérer la parole. Et en fait, les gens qui s'adressent aux médias, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas eu d'autres recours. Nous, ce qui nous intéresse, là, c'est qu'il y ait tous les recours possibles pour régler le plus vite possible. À partir du moment qu'ils n'ont pas eu de réponse là, dans tous les recours qu'ils ont, incluant « on vous écoute », bien là, je comprends qu'ils pourraient s'adresser aux médias. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Là. C'est pour ça que je vous pose la question. Et c'est pour ça qu'on est en train de revoir toutes ces ententes de confidentialité. Et on va revenir avec ça au moment où on aura revu l'ensemble de ce dossier-là, qui n'est pas simple, mais on veut vraiment arriver à bon port, puis arriver probablement pour l'automne avec un changement profond dans la culture organisationnelle de nos établissements. M. Legault. Merci. Bien, moi, je n'ai pas rien à rajouter, sauf que depuis le début, le mot d'ordre que j'ai donné à tout le monde, c'est d'être à 100% transparent. Ne rien à cacher. Des fois, c'est pas
l'information qu'on souhaiterait, les résultats qu'on souhaiterait, mais on essaie d'être transparent. Bon, évidemment, il y a des négociations actuellement dans la fonction publique, donc c'est pas toujours simple, les discussions avec les syndicats, mais encore là, ne rien cacher, même les offres qu'on a faites aux syndicats, le président du Conseil du Trésor les a rendues publiques. Merci beaucoup. Prochaine question ici. Bonjour, Kathleen Lévesque, La Presse. Je voulais vous parler d'argent, comme la semaine dernière, mais cette fois-ci, on se rappelle que la RTM vous a déposé un plan de relance, à la demande d'ailleurs du gouvernement, là, au tout début du mois de mai. Il y a des projets, 16 projets, plus de 9 milliards de dollars rattachés à ces projets-là. Est-ce qu'il y a des choix qui ont été faits jusqu'à maintenant, et si oui, lesquels? OK. C'est pas complété, l'analyse. Actuellement, il y a une analyse qui est faite par François Bonnardel sur les transports, mais rappelez-vous quand même qu'on a pris des engagements avant la campagne électorale. On veut un tramway qui part de l'est de Montréal pour s'en venir au centre-ville. On veut un tramway ou un REM est-ouest à Laval. On en veut 2 sur la rive sud, là, un sur le boulevard Tachereau, puis un davantage est-ouest. Il y a aussi des projets qui ont déjà été lancés, que ce soit de Montréal vers Laval ou que ce soit la ligne bleue. Donc ça se poursuit. Là, la RTM est arrivée avec d'autres projets. Honnêtement, c'est une question de priorisation. Moi, le message que j'ai donné aux gens chez nous, c'est que je ne veux pas qu'il y ait un employé de la construction qui ne soit pas en train de travailler dans les prochains mois puis pour les prochaines années. Parce que ça va être dur dans certains secteurs de recréer les emplois, mais des infrastructures, là, on a en masse à faire. Mais il s'agit juste de savoir quelle est la priorité. Et il y a des débats aussi à faire entre les demandes de ce qu'on appelle le 514, donc Montréal, puis les demandes du 450. Parfois, quand on parle au 514 ou au 450, les priorités ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, c'est à nous de trancher, mais on est dans cette analyse-là. Vous souhaitez ouvrir ces chantiers-là dès la fin de l'été? Parce que quand on parle de rapidement, on parle de quoi? Bien, le plus rapidement. Là, vous savez, là, le chantier du REM est déjà réouvert. On doit, avec François Bonnardel et le président du Conseil du Trésor, accélérer. C'est ce qu'on a annoncé, là, 3 milliards de projets qu'on va accélérer. C'est surtout dans 3 secteurs, donc le transport, les écoles, les maisons des aînés. Donc, le plus rapidement possible. Je vais vous donner une nouvelle, tiens. Il va y avoir un projet de loi qu'on va devoir faire approuver par les partis d'opposition pour accélérer certaines étapes préliminaires à la construction. Donc, j'espère avoir la collaboration des 3 partis d'opposition. Vous faites référence à la recommandation de la RTM à cet égard-là? Ça inclut ça, oui. Merci. Prochaine question. Hi, Alicia Rubertucci, City News Montreal. Premier Legault, with the target of 14,000 tests. Monsieur le Premier ministre, avec la cible de 14 000 tests atteints, à quoi doit-on s'attendre concernant le nombre de tests? Les gens commencent à se rassembler, les gens recommencent à travailler. Est-ce que vous pensez encore augmenter le nombre de tests? Réponse, j'aimerais me rendre à 16 000 tests et même 20 000 tests par jour, mais on doit d'abord avoir des gens qui sont prêts à se faire tester. On veut également se concentrer sur certains secteurs, certaines régions où il y a davantage de cas. Et je suis heureux, et je le répète, si nous divisons par la population, par millions de résidents, le Québec teste beaucoup plus que l'Ontario, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie. Alors, je pense qu'on fait beaucoup déjà,
mais je veux en faire encore plus et nous travaillons sur cela. Est-ce qu'on peut être satisfait d'avoir atteint la cible de 14 000? La réponse est oui. Question. Dr Arruda, le Québec rapporte quand même des centaines de nouveaux cas chaque jour. Savons-nous où se trouvent ces cas? Savons-nous comment le virus se propage en ce moment? Réponse. Nous avons désormais un nouveau programme de tests pour les travailleurs du réseau de la santé, pour les gens dans les résidences privées pour aînés, dans les CHSLD. Dans ces tests, on découvre qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques, mais qui ont contracté la COVID. Si on teste davantage de gens et on remarque une diminution du nombre de cas, c'est qu'il y a eu des contacts avec des gens asymptomatiques. Il y a quand même quelques éclosions dans des écoles, pas beaucoup. Alors, je pense que c'est normal. Plus on va tester, plus on va trouver des cas de gens asymptomatiques, ce qui est une bonne chose, parce que ces cas asymptomatiques, je l'espérons, vont rester avec des conséquences mineures de la maladie. Ce qui sera important, c'est de suivre les hospitalisations et le nombre de décès. Et pour l'instant, même ici, dans la région de Montréal, même dans les zones très chaudes, la situation s'améliore. Mais il est très important de réitérer les consignes. Il faut respecter la distanciation parce qu'on ne veut pas voir une autre resurgence de la transmission active parce que les gens n'ont pas respecté, par exemple, la directive du 2 mètres où il y a eu des rassemblements trop importants. Et je pourrais ajouter qu'au-delà de 563 cas, il y en a plus de 500 qui viennent de la grande région de Montréal aujourd'hui. Question? J'aimerais revenir à ce que mon collègue a mentionné avec les zones de climatisation dans les CHSLD. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la façon dont sont équipées ces résidences? Comment on va faire pour permettre à ces résidents de maintenir une distanciation physique, de se rendre dans des salles climatisées? Par exemple, quelqu'un qui est COVID-19 positif, comment on pourra lui permettre d'aller dans une aire commune? Alors, comment on est en train de s'occuper de cela tout en limitant la propagation à l'intérieur des CHSLD? Réponse, oui, il y aura une certaine gymnastique. Je ne sais pas si c'est une bonne expression en anglais, mais ce sera plus compliqué cette année. Et nous devrons être très prudents pour nous assurer que les gens qui ont la COVID-19, ceux qui n'ont pas la COVID-19, ne se mélangent pas. Nous savons quoi faire. Il y aura différentes alternatives. Est-ce qu'il y aura une salle climatisée, par exemple, pour les gens qui ont la COVID-19, avec de l'espace, et une autre chambre, un autre espace où les gens n'ont pas de COVID-19. Les corridors devront évidemment être protégés. Ou encore, est-ce qu'on aura davantage d'équipements de protection? En fait, de l'équipement tel que les génératrices plutôt. Des équipements qu'on peut ajouter aux installations, par exemple en les branchant et en les installant par la fenêtre. Cela permettrait de climatiser une chambre. Tout dépendra de la situation. On parle de certaines régions comme la grande région de Montréal où la chaleur sera pas mal plus présente. On travaille déjà sur cet enjeu en ce moment et nous voulons que tout soit en place dans les meilleurs délais possibles. Évidemment, les 3 jours qui s'en viennent, on va faire de notre mieux, mais on le veut surtout pour la chaleur de l'été qui s'en vient. Question. Je pense que cette première question sera pour Dr Arruda. Depuis plusieurs jours, on dit que le gouvernement teste davantage, mais on obtient de moins en moins de cas confirmés du virus. C'est l'opposé de ce que vous pensiez qu'il allait se produire. Alors, je vais vous demander, vous avez mentionné jeudi et vendredi qu'il y a eu de nombreux tests menés. Vous avez eu les statistiques pour samedi et dimanche. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi
pourquoi on assiste à ce phénomène, plus de tests, moins de cas. Et M. Legault, pourriez-vous expliquer qu'est-ce qui vous donne confiance alors qu'on rouvre le commerce de détail à Montréal, que notre système de santé est capable de faire face à une augmentation du nombre de cas? Question. Réponse. Il y a eu une transmission décroissante dans certaines zones. C'est ce que nous avons observé. Une chose importante, et ce qui est bien de voir, c'est que le nombre d'hospitalisations et le nombre de décès est en décroissance. Ce qui s'en vient en ce moment, les décisions qu'on prend aujourd'hui, on verra l'effet dans 2 semaines. C'est vrai, on teste davantage. Et avec ces tests, on a découvert des cas confirmés. Mais lorsque l'on compare au niveau d'avant, vous voyez, on a une certaine stabilisation. Et il est normal lorsque l'on teste plus de gens, beaucoup plus de gens, des gens asymptomatiques, le niveau de positivité sera réduit. Lorsqu'on décidait de tester seulement les gens qui revenaient de voyage, on avait vraiment un haut niveau de gens infectés. Environ 16 à 17 des tests se révélaient positifs. Lorsqu'on l'a fait dans les CHSLD, dans le système de santé, avec des cas, on était à 17-18 de tests qui se sont confirmés être des cas. Lorsqu'on augmente le nombre de cas, des gens qui n'ont pas de symptômes vont être testés. Cela explique pourquoi on arrive avec ces chiffres. Ce n'est qu'avec le temps qu'on pourra le faire. Et une autre chose très importante, c'est la capacité de test. On va tenter de l'augmenter. Je ne veux pas donner de date parce que je ne veux pas que le Premier ministre... je ne veux pas que le Premier ministre me dise comment cela que vous n'avez pas atteint l'objectif. On aura également des études sérologiques qui nous permettront de comprendre combien de gens au Québec ont été infectés jusqu'à présent avec le virus. Et ce même depuis le mois de janvier. Est-ce que c'est 5, 6, 18 on va faire de l'échantillonnage sérologique au sein de la population et on aura donc une meilleure idée de ces données. Vous me demandiez, on avait le 21 mai plus de 16 273 cas de tests. Et ensuite, le 23, on parle de plus de 11 700. C'est un peu moins parce que c'était pendant le week-end. Les chiffres de dimanche seront également moindres et probablement que les chiffres d'aujourd'hui seront en augmentation. Peut-être pour répondre à votre question, lorsque vous regardez au cours des 7 derniers jours dans la grande région de Montréal, nous avons eu une réduction de plus de 170 personnes dans les hôpitaux en lien avec la COVID-19. On est maintenant à 1194 personnes hospitalisées. C'est encore une situation fragile, donc voilà pourquoi notre réouverture est graduelle. Et c'est aussi pourquoi nous disons qu'on doit continuer d'être extrêmement prudent et vigilant, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une augmentation importante de cas hospitalisés au cours des prochains jours et des prochaines semaines à Montréal. Alors, jusqu'à présent, on a réussi à réduire le nombre. Je suis satisfait, mais évidemment, cette semaine sera une semaine clé, car on rouvre aujourd'hui les entreprises du commerce de détail. On va suivre la situation au cours des prochains jours pour voir comment la situation évolue. Simplement pour préciser, vous dites que les études sérologiques n'ont pas commencé en ce moment? Réponse. Emma Québec a commencé à faire de l'échantillonnage, mais une étude de plus large échelle sera lancée au Québec en collaboration avec d'autres provinces. Ça devrait démarrer au mois de juin, le plus tôt possible. On met beaucoup de pression, on fait beaucoup de pression pour que ça débute. En termes de lits d'hospitalisation, on redémarre également les activités régulières en chirurgie. Il y a des gens qui attendent depuis longtemps leur opération. On doit donc
maintenir la situation stable et même réduire les cas d'hospitalisation liés à la COVID-19. Voilà pourquoi je remercie Pierre-Luc et Sarah-Jeanne de nous aider avec cela, parce que si les gens, pas seulement les jeunes, mais tout le monde, garde en tête ces directives et ces comportements, le fameux 2 mètres, le port du masque, le lavage des mains, ça aura un impact direct sur notre capacité d'accueil dans les hôpitaux. Merci pour cela et voici pourquoi nous voulons que la situation s'améliore ou se stabilise. Question. Monsieur Legault, je suis curieux. Pourquoi avez-vous changé d'idée à propos des demandeurs d'asile aujourd'hui lors de votre conférence de presse? Réponse. Je n'ai pas changé d'idée. On a 2 enjeux séparés. Il y a les demandeurs d'asile. On doit faire attention. Je ne veux pas envoyer le message qu'à l'avenir, nous allons accepter tout le monde s'il se trouve un emploi au Québec. Ça, c'est la situation. Et nous avons aussi une autre situation. C'est vraiment une situation critique. On doit avoir davantage de travailleurs dans nos CHSLD. Alors, ces gens sont déjà en situation de travail dans les CHSLD. Comment pouvons-nous les amener avec le système d'immigration actuel? Je devrais avoir des discussions avec le gouvernement fédéral, mais ils ne seront pas là en tant que demandeurs d'asile. Comprenez bien que les demandeurs d'asile, pour être acceptés, pour obtenir leur statut, ils doivent prouver que leur situation personnelle est mise en danger dans leur pays d'origine. C'est une histoire bien différente. Question. Étant donné le fait que le premier ministre Doug Ford, au cours du week-end, a encouragé tout le monde à se faire tester, asymptomatique ou symptomatique, pourquoi le Québec ne fait pas la même chose, étant donné le nombre de cas et de décès supérieur à l'Ontario? Réponse. D'abord, pour être franc, on fait plus de tests au Québec qu'en Ontario. Je pense que nous devons d'abord nous concentrer sur les gens qui ont des symptômes, d'abord. Après cela, une fois que vous avez testé les gens symptomatiques le plus possible, eh bien, vous pouvez vous concentrer sur les gens qui n'affichent pas de symptômes. Peut-être qu'ils sont déjà à cette étape en Ontario, mais je peux vous dire une chose. Avec 15 000 tests par jour au Québec, on en fait pas mal plus qu'en Ontario. Question, et simplement une précision. Vous l'avez mentionné, cette semaine en est une cruciale en raison de la réouverture des commerces à Montréal. Pourriez-vous rappeler aux gens quels sont les critères lorsqu'on peut établir avec qui on peut passer du temps, quelle distance, combien de gens? Est-ce que ce sont des gens des mêmes familles, 10 personnes, 3 ménages, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde? Réponse, ce qu'on peut dire, c'est que vous pouvez vous rassembler, 10 personnes au maximum, à l'extérieur. Nous aimerions que ces 10 personnes proviennent de maximum de 3 familles, de 3 ménages. C'est une suggestion, parce que lorsqu'on a discuté de cela avec les représentants des forces de l'ordre, ce n'est pas facile pour eux de s'assurer du respect de cette directive. Bon, déterminer s'il y a 10 personnes ou moins, ça c'est facile, mais est-ce que ces gens-là viennent de 3 familles ou moins? Ben là, l'application d'une telle loi deviendrait difficile. Ce que je demande aux gens, c'est d'être prudents et de limiter leur rassemblement à des gens qui proviennent de 3 maisons différentes. Et lorsque vous vous rencontrez, vous devez le faire à l'extérieur. Vous devez garder une distance de 2 mètres et porter un masque. Jusqu'à présent, on ne parle pas de rassemblement à l'intérieur. On va y venir, mais on doit y aller graduellement. Je veux m'assurer qu'on garde le contrôle sur le nombre d'hospitalisations. Voilà pourquoi on y va graduellement. Question. Réponse.
Je vais simplement vous dire, Monsieur le Premier ministre, que lorsqu'il y a 10 personnes qui viennent de 10 familles différentes, par exemple, statistiquement, le risque de contracter la COVID-19 est pas mal plus important que si vous êtes en contact avec 3 familles seulement. Les gens d'une même famille peuvent être ensemble même à moins de 2 mètres parce qu'ils se fréquentent à la maison. Mais 3 groupes de 3 type d'exposition. Mais si vous avez 10 personnes de 10 familles différentes, ça veut dire qu'il y a pas mal plus de risques qu'une des personnes soit asymptomatique et transmette le virus. Voilà pourquoi on y va avec ce principe de bulle familiale. Je comprends que parfois, ça peut être 4 familles parce qu'il y a une personne qui vit seule. Mais le plus que vous êtes en contact avec des gens qui ont des historiques différents, ce n'est pas parce que ils sont probablement pas au courant qu'ils pourraient être malades, pourraient être asymptomatiques. Alors, l'exposition devient plus importante. On commence avec ce principe, 3 personnes, des personnes qui viennent de 3 ménages différents. Mais vraiment, n'oubliez pas, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous ne savez pas si cette personne est infectée. Alors, il y aura, dans un tel type de rassemblement, 10 historiques de vie différents. Des gens qui ont été exposés à bien d'autres gens. Voilà ce qui explique notre décision. Merci en particulier à Sarah-Jeanne et à Pierre-Luc. Merci infiniment. Merci, bonne journée. Voilà qui complète ce point de presse qui, aujourd'hui, exceptionnellement, à Montréal, évidemment, on soulignait la réouverture.